Bienvenue sur le plateau de Parole d'élus. Nous recevons aujourd'hui le président de la communauté de communes de la région d'Ambervillers et maire de Sainte-Barbe, Christophe Lemel. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Comment l'opticien, ancien président d'un très grand groupe national dans ce domaine, s'est retrouvé à s'investir pour son territoire ? Tout simplement, lorsque je me suis installé avec ma famille à Sainte-Barbe en 2000, aux élections de 2001, le conseil municipal de l'époque est venu me chercher. Voilà, et je suis plutôt attaché à servir la cause publique, et c'est naturellement que j'ai répondu favorablement, d'autant plus qu'il n'y avait qu'une liste. C'était une liste fermée, donc il y avait peu de risques de ne pas être élu. Et vous aviez un bon profil aussi, puisqu'un gros réseau avec... voilà. Tout à fait, donc je me suis engagé naturellement pour servir mon village et mes concitoyens. Aujourd'hui maire donc, et président de la Comcom, on va en parler longuement. Jamais encarté, sans étiquette, donc, comme beaucoup d'élus aujourd'hui. Oui. Quel sens vous mettez à cette dénomination Tout simplement, je n'ai pas envie d'être positionné dans une case, dans un parti politique qui m'empêcherait d'avoir ma liberté de penser, ma liberté d'action, même si j'ai mes sensibilités politiques, naturellement. Plutôt divers droite, on va le dire. Oui, divers droite, oui. Ou centre droit. Centre droit, en fait. Le barycentre aujourd'hui de la vie politique a pas mal bougé. Donc moi, ce qui m'intéresse en fait en politique, ce sont les hommes et leur capacité à mener des projets, à servir en fait un territoire, un pays. Et ce que je peux vous dire, c'est ce que je ne suis pas. Je ne suis pas dans les extrêmes. Rassemblement national, c'est pas moi, ça me ressemble pas. La France insoumise non plus. Et donc voilà. Ce qui m'intéresse tout le reste, vous écoutez, vous piochez. J'écoute, je pioche, voilà. Et s'il y a une bonne idée, s'il y a un beau parcours, s'il y a un beau profil, voilà, je suis prêt à suivre. Alors, vous me tendez la perche. Bon profil en ce moment, on en parle beaucoup au niveau national. C'est Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre. C'est quelqu'un dont la trajectoire, dont vous suivez la trajectoire ? Oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui aujourd'hui représente le mieux ce que pourrait être mon courant de pensée. Qui est un parti, du coup, vous seriez tenté d'aller chez lui, à Horizon ? Non, je n'ai pas envie d'être encarté. Je ne crois pas que ça soit nécessaire. On verra lors de l'élection présidentielle dans 4 ans quels seront les différents profils qui seront présentés à l'ensemble des Français. Mais aujourd'hui, si je devais faire un choix, ça serait celui d'Édouard Philippe. Oui. Allez, un mot comme nous le faisons toujours sur vos indemnités. Elles s'élèvent, on va voir tout cela en tableau très précisément, à 1 382 € net en tant que président de la communauté de communes, 798 € comme maire de Sainte-Barbe, 213 € pour le poste de premier vice-président du PETR d'Épinal. Vous qui venez du privé, votre regard, c'est des sommes relativement modestes par rapport à, évidemment, et puis toujours cette opposition par rapport au temps fourni pour la collectivité. Aujourd'hui, mon engagement n'est pas lié forcément à une indemnité de fonction, ça va de soi. Un peu plus de 2 000 € cumulés, c'est quand même au-dessus du revenu médian des Français, donc ce n'est pas rien. Je crois que surtout, ce sur quoi il faut travailler, c'est sur le statut de l'élu et sur la capacité à aller chercher des talents en politique. Pour que alors, est-ce que ces sommes-là, ces indemnités-là peuvent le permettre ? Pour vous, non ? Il faut aller au-delà ? Peut-être pas, il faut aller au-delà, mais il faut aussi donner un vrai statut pour que chacun puisse s'engager dans une vie politique, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Ça manque beaucoup aujourd'hui, et du coup, ça manque de mixité. C'est vrai que votre profil, on le voit très peu, finalement, des gens à force de l'âge qui ont eu un gros parcours dans le privé, ça manque un petit peu parmi les élus. Certainement, certainement. Allez, on parle maintenant, avant de parler de votre travail de fond, sur l'attractivité d'un territoire, qui est l'objet de notre invitation aujourd'hui, qui a des atouts et des pépites. On va citer Société Aiguerre, les transports launois, Frépertuis, qui sont sur votre territoire, qui sont quand même des gros pourvoyeurs d'emplois et d'activités économiques. Un mot sur le coup de massue reçu lors du meurtre de la petite Rose il y a quelques semaines. Hormis le drame familial, évidemment, c'est toute l'image d'un territoire et d'un département qui est mise à mal. C'est le propre des faits divers de cette dimension. C'est vraiment la grosse tuile. Alors évidemment, il y a le drame, mais il y a aussi l'image de marque forcément qui en prend. Incontestablement. Alors d'abord, effectivement, un drame pour la famille. Une petite fille de 5 ans, mourir dans de telles conditions, c'est juste ignoble et incompréhensible. Ensuite, effectivement, l'image pour un territoire, l'image pour tout un département, vous l'avez dit, qui nous rappelle une affaire bien plus ancienne, et donc, l'affaire Grégory, évidemment. Voilà, évidemment, que la justice fasse son travail dans les meilleurs délais, pour pouvoir effectivement apporter une réponse judiciaire. Gros traumatisme sur le territoire ressenti par le président que vous êtes ? Ça l'est incontestablement. Voilà, et envie de tourner rapidement une page. Voilà, pour continuer aussi à véhiculer une autre image que celle-ci, que celle de faits divers tragiques et dramatiques. Eh bien, on va la déployer tout de suite, cette image. Vous venez de vous doter d'une maison de territoire multi-usage sur une friche militaire à Ambervillers. À qui et à quoi sert-elle, cette maison de territoire ? Alors, elle sert à tous les habitants du territoire. D'abord, c'est le lieu du siège administratif de notre communauté de communes.
donc un outil de travail pour l'ensemble des collaborateurs de la communauté de communes. Aujourd'hui, 90 collaborateurs. C'est l'épicentre de votre collectivité. C'est ça, mais aussi dans cette maison, une friche qu'on a rénovée. Nous avons aussi une école de musique qui est intégrée. Nous avons un centre périscolaire qui accueille le quartier sud de Rambervillers pour les écoles Jules Ferry. Nous avons à proximité de cette maison du territoire aussi la gestion des ordures ménagères et puis une crèche qui accueille les tout-petits. Et donc ça nous permet d'avoir sur un périmètre bien réduit, bien concentré, l'intégralité de nos services à la communauté de communes. D'un point de vue énergétique, on en est où? Puisqu'à chaque bâtiment qui se construit, vous le savez bien, on regarde de ce côté-là. Bien sûr, on a souhaité un bâtiment exemplaire à ce titre-là. Donc nous avons positionné des panneaux photovoltaïques sur la toiture qui nous permet d'avoir une autonomie en électricité, bien sûr, lorsque la lumière est suffisante. Ce bâtiment sera raccordé à la deuxième tranche de réseau de chaleur interurbain qui permettra aussi d'avoir un chauffage vert. Lié à Phénix, évidemment, l'usine d'incinération. C'est bien ça. Et donc c'est pour quand ça, le raccord Toute vraisemblance, encore une petite année, si les choses vont bon train. Donc ça sera effectivement chauffé propre et local. Exactement. Et puis une isolation exemplaire de telle sorte à réduire au maximum en fait notre empreinte carbone sur ce bâtiment. Donc bâtiment témoin qui est évidemment à voir et à visiter puisque c'est aussi du service qu'on propose et avant tout du service. À venir sur le territoire également une nouvelle zone d'activité en face de chez Heger pour ceux qui connaissent de l'autre côté de la route. Pourquoi faire Mais en fait, nous n'avons plus de foncier disponible à ce jour et donc l'objectif c'était de pouvoir répondre à des demandes. On a un territoire plutôt bien positionné géographiquement. À l'interstice entre les deux communes d'agglo, celle d'Épinal et celle de Saint-Dié, donc nous avons un certain nombre de demandes d'entreprises pour s'installer et donc il était nécessaire. Vosgiennes, Meurthe-et-Mosellane, ça va au-delà? Ça va au-delà. Pour l'instant, c'est encore au stade de projet, je ne peux pas les révéler évidemment. Et donc il était nécessaire de pouvoir faire l'acquisition de foncier. On s'est appuyé sur une zone qui était dans le PLU de Jean Ménil, déjà à vocation économique. On n'a pas supprimé en fait de terres agricoles pour pouvoir la réaliser. On est en train de finaliser donc aujourd'hui l'acquisition des dernières parcelles. On parle de combien de mètres carrés là? On est sur 6 hectares. 6 hectares, donc c'est très conséquent, et évidemment, oui. Avec, vous projetez sur le nombre d'emplois créés éventuellement, même si c'est un peu du Madame Irma, alors on se parle. Oui, c'est difficile de pouvoir se prononcer aujourd'hui. Ce qu'on souhaite, c'est une zone à vocation aussi environnementale, EIT, écologie industrielle territoriale, et donc pour pouvoir y implanter à la fois des fournisseurs, des entreprises clientes de la société Heger autour de la filière bois, mais pas que. Nous avons aussi un formidable projet hydrogène aussi. J'allais y venir, oui, justement, il serait installé là Il pourrait trouver sa place à cet endroit-là. Alors, il faut préciser que c'est un projet d'hydrogène, comme il en existe beaucoup, mais qui a une particularité forte, ce sont des électrolyseurs, donc on fait appel au monde agricole. Comment est-ce que vous procédez aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est? Alors, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est de fédérer l'ensemble des agriculteurs du territoire autour de ce projet, et pas seulement ceux qui sont positionnés à proximité de cette zone d'activité. Et donc on est à ce stade en discussion avec la Chambre d'agriculture, avec l'ensemble des agriculteurs du territoire pour pouvoir monter une sorte de coopérative, une société économique. Les premiers contacts sont bons, les gens se disent intéressés? Ils se disent pour certains intéressés, d'autres sont interrogatifs. Nous avons rencontré les organisations syndicales agricoles pour entendre aussi leur positionnement sur ce sujet. Et donc, les choses avancent à bon train. Et le principe technique, c'est quoi exactement, qu'on comprenne bien L'électrolyseur, donc, c'est de transformer de l'électricité verte, issue de panneaux photovoltaïques implantés sur des terres agricoles, mais pas que, de manière à ne pas non plus supprimer, parce que la vocation première d'un agriculteur, c'est de remplir l'assiette, il ne faut pas l'oublier. Cette énergie verte donc, va être transformée en hydrogène pour pouvoir la stocker et la retransformer en électricité lorsqu'il y en a besoin. Ça, c'est une première vocation. La deuxième vocation, c'est de pouvoir aussi servir les mobilités, et donc une pompe hydrogène pour alimenter les moteurs. Et ça sera bien sûr dans un deuxième temps pour tout ce qui est mobilité professionnelle. Je pense au transport, à la logistique. Donc là, on parle dans plusieurs années, évidemment. Il va falloir du temps pour mettre tout cela. Autre particularité de votre territoire, la vidéoprotection, dont on parle beaucoup depuis une bonne vingtaine d'années. Vous l'imaginez à l'échelle intercommunale, ça c'est assez original, puisqu'on sait que les initiatives en général sont communales. Oui. Plusieurs communes étaient intéressées pour implanter des systèmes de vidéoprotection sur l'ensemble des communes. Et donc, on s'est dit que peut-être il fallait le raisonner à l'échelle intercommunale de manière à mutualiser en fait les dépenses. Avoir une cohérence aussi, j'imagine. Une cohérence d'implantation des caméras, ne pas mettre une caméra à la sortie d'un village s'il y en a une à l'entrée du village suivant et s'il n'y a pas d'intersection entre ces deux villages.
Mutualiser aussi les moyens sur tout ce qui est serveur, de manière à ne pas positionner un serveur dans chaque commune, mais un serveur en local positionné à l'interco, de telle sorte que, évidemment, on puisse réduire les coûts pour chaque commune. Alors, ça fait jamais l'unanimité, vous le savez bien, la vidéoprotection. Ou est-ce vous sentez quoi des habitants, des 13 000 habitants de cette Comcom? Est-ce que c'est plutôt majoritairement admis? Je le crois aujourd'hui, la vidéoprotection, elle a deux essences même. La première, c'est dissuasif. C'est une arme de dissuasion. J'imagine que les petits délinquants se disent, tiens, cette commune-là, elle est protégée, elle est vidéoprotégée, et donc je ne vais peut-être pas m'y intéresser. La deuxième, c'est de pouvoir servir les forces de l'ordre, les forces de gendarmerie, de justice, en cas d'infraction, pour pouvoir éventuellement élucider certaines affaires. Et donc, c'est à ce titre-là, bien sûr, que... Voilà. Et puis, le fait de pouvoir fédérer, d'avoir un projet commun, nous permet d'avoir aussi des subventions plutôt intéressantes que chaque commune n'aurait pas pu avoir individuellement. Il nous reste 2 petites minutes. On va reparler d'économie sur ce territoire de la région de Rambervillers, où le taux de chômage reste très élevé, 17%, 27% sur la commune de Rambervillers. Alors, il y a forcément des choses à faire là-dessus. Où est-ce que vous en êtes? Quelles sont les perspectives? Comment réintroduire la mixité? Alors, il y a l'habitat aussi à Rambervillers qu'il faut redéfinir, mais il faut retrouver la mixité. C'est tout l'enjeu de l'attractivité de votre territoire? Complètement. Le vrai paradoxe, c'est que nous avons des entreprises qui cherchent à recruter, qui ne trouvent pas à recruter. Et de pointe, oui, bien sûr. Dans les pépites, on aurait pu citer également l'école d'horticulture et de paysage de Reville-aux-Chênes aussi, qui est une vraie pépite aussi sur notre territoire, avec 140 emplois. Comment faire baisser ce taux de chômage? Évidemment, c'est comment permettre de résoudre les problèmes d'habitat, en particulier sur le bourg-centre, sur Rambervillers. Un certain nombre de logements sont vacants, sont indignes, sont pas dignes d'être louables. Et donc, l'idée, c'est que la communauté de communes va voter une ORT, une opération de revitalisation de territoire, qui va permettre de pouvoir donner à certains investisseurs des déductions fiscales, des avantages fiscaux, et donc lancer bien sûr tout un programme de rénovation de l'habitat en Hypercentre. Est-ce que ça se passe, vous me voyez venir, en bonne intelligence avec la mairie de Rambervillers? On sait que c'est parfois compliqué, les relations. Est-ce que vous êtes obligés de travailler ensemble pour un projet comme celui-là? Rambervillers fait partie des 30 communes de l'intercommunalité et je travaille avec toutes les communes de l'interco et en particulier avec Rambervillers. Rambervillers est le bourg-centre qui représente près de 40% de la population. Donc évidemment, travailler avec Rambervillers est essentiel. Et vous y arrivez? Évidemment, on y arrive, on y travaille. Oui. Ça se passe correctement. Pardon. Oui, ça se passe correctement, oui, tout à fait. Christophe Lemel, le président de la communauté de communes de la région de Rambervillers, était notre invité. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve, nous, dans 15 jours avec le maire de Montureux-sur-Saône, Pierre Sylvestre, en première ligne du projet Darney Forêt d'Exception. Très bonne semaine. Ça sera dans 15 jours, puisque lundi prochain, c'est la Pentecôte. Très bonne semaine. On se retrouve donc début juin. À bientôt.